congrès. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais y aller, n'est-ce pas? Beda. D'accord. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et aussi d'avoir inscrit dans cette session une partie qui traite la prise en charge du VIH au niveau national et surtout les directives et protocoles nationaux recommandés par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Alors, le plan de la présentation va être comme suit. On va d'abord rappeler le cadre de référence qu'on connaît pratiquement tous, rappeler aussi la situation épidémiologique du VIH au Maroc et ensuite on va aborder le volet de la prise en charge du VIH au Maroc et bien sûr avec un focus sur les directives nationales en vigueur. Alors, pour le cadre de référence, je pense qu'on est tous convaincus du fait que le Maroc a quand même des chances à éliminer le VIH à l'horizon 2030. Ce n'est pas la même situation pour les IST, ce n'est pas la même situation pour les hépatites virales, mais pour le VIH, on est relativement proche à cet objectif-là et on s'inscrit dans le cadre de référence international qui est celui recommandé par les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, les stratégies mondiaux ou les stratégies mondiales de l'OMS et de l'ONU-SIDA, mais aussi on s'inscrit dans le cadre du contexte actuel de la réforme du système de santé et on avance dans le cadre d'un plan stratégique qui est bien élaboré, bien structuré, qui identifie les objectifs et les différentes étapes et les mesures qu'il faut entreprendre pour atteindre l'objectif. C'est un plan qui est intégré et qui traite à la fois le VIH et les IST et les hépatites virales, compte tenu les facteurs de risque communs qui sont liés à ces infections. Alors, par rapport à la situation épidémiologique du VIH dans notre pays, ça ressort sur le rapport national SIDA qu'on a l'habitude d'élaborer chaque année pour actualiser la situation. Donc, on a les dernières données 2025, mais c'est-à-dire c'est des données qui résument ce qui a été fait ou la situation de l'année 2024. Et donc, on estime le nombre des personnes vivant avec le VIH à environ 23 500 personnes au Maroc. 47% seraient des femmes et approximativement 1000 enfants seraient infectés par le VIH. Et bien sûr, c'est des enfants qui ont été transmis, c'est-à-dire été infectés par transmission verticale de la mère à l'enfant. On estime qu'en une année, en 2024, il y aurait eu 900 nouvelles infections au VIH. Donc le VIH est toujours là, il circule, et on va voir tout à l'heure où se situe le moteur de cette épidémie et ces nouvelles infections qui surviennent encore chaque année. Les décès estimés à 400 en 2024 et une prévalence, on va voir, nationale qui est assez stable. Et on estime aussi que durant l'année 2024, 400 femmes enceintes vivant avec le VIH avaient besoin d'être mises sous prophylaxie pour éviter la transmission de la mère et à l'enfant. Et il faut dire que grâce aux efforts qu'on a faits pour le dépistage des femmes enceintes durant l'année 2024, on a pu couvrir 74% de ce chiffre estimé. Et malheureusement, il reste encore une proportion qui échappe, des femmes enceintes qui échappent au dépistage en consultation prénatale ou au moment de l'accouchement. Et le taux de transmission mère-enfant, bien sûr, comme on a amélioré le dépistage, il a baissé de 12% à 7% durant l'année 2024 pour un objectif attendu au niveau national de 2% pour dire qu'on a éliminé la transmission mère-enfant. Donc on n'y est pas encore, mais tout est lié à la question de la consultation prénatale, mais aussi au dépistage des femmes enceintes. Pour revenir à la prévalence du VIH à l'échelle nationale, donc on a dit qu'elle est stable depuis plusieurs années, ça tourne autour de 0,07, 0,08% en population générale, mais ce n'est pas la même histoire chez les populations clés. Au Maroc, l'épidémie du VIH reste toujours concentrée chez les populations clés. On témoigne les résultats des études biocomportementales qu'on a l'habitude de réaliser de manière très routinière au niveau du Programme national de lutte contre le sida en collaboration avec les ONG thématiques. Et donc, vous avez devant vous les chiffres de prévalence qui sont très différents entre PS, HSH, migrants et PID. Et à l'occasion de ces études biocomportementales, on évalue aussi la prévalence des autres infections, notamment la syphilis et l'hépatite C. Et bientôt, quand on aura les tests antigéniques HBS pour l'hépatite B, on va commencer aussi à étudier la prévalence de l'hépatite B chez ces groupes-là. Par rapport aux nouvelles infections VIH au Maroc, eh bien, on sait très bien que la courbe de tendance a été inversée depuis plusieurs années grâce aux efforts
entrepris non seulement par le programme national, mais tous les partenaires impliqués. Et on remarque sur la courbe qu'il y a eu quand même une légère stagnation aux alentours des années Covid. C'est tout à fait logique parce qu'on sait que les mesures de dépistage et de prévention avaient pris un coup durant ces années-là, mais on sait que la courbe, là encore, elle a repris sa tendance à la baisse. Mais il faut qu'on reste vigilant et prudent parce qu'on va voir tout à l'heure la problématique, où elle se situe exactement pour ces nouvelles infections, pour qu'on puisse la contenir avec des mesures nouvelles qu'on devrait envisager tout ensemble afin de pouvoir vraiment faire revenir à cette courbe-là sa tendance claire vers la baisse. Par rapport aux décès liés au sida, alors là encore, on voit que le nombre des décès continue à diminuer et ça, c'est grâce à la robustesse du système de prise en charge et grâce aussi à l'efficacité des molécules thérapeutiques que nous utilisons dans le cadre du programme national. Et on veille avec le Comité national technique VIH à mettre à jour régulièrement ces protocoles et mettre à disposition des patients les molécules les plus sécuritaires et les plus efficaces recommandées à l'échelle internationale, et on va y revenir tout à l'heure. Je voulais attirer votre attention par rapport à cet exercice qu'on avait fait cette année de modélisation des modes de transmission du VIH et qui nous a montré combien l'épidémie reste concentrée parmi les populations clés, mais à des chiffres vraiment alarmants, quand on sait que, par exemple, plus de 80% des nouvelles infections surviennent chez les populations clés, mais de manière assez spécifique. On parle du réseau des HSH qui véhicule à lui-même 42% des nouvelles infections. C'est dire que les mesures de prévention classiques qu'on a toujours eu l'habitude de déployer montrent une certaine efficacité et c'est le moment ou jamais de s'ouvrir vers de nouvelles perspectives et on va y revenir tout à l'heure quand on va parler de la PrEP. Et donc, par contre, quand on voit les usagers de drogues injectables, on voit que l'estimation au niveau de cette modélisation montre que 0,9% des nouvelles infections seulement sont survenues chez ce groupe-là, alors qu'elle était de l'ordre de 10% en 2013. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que comme cette population est vraiment identifiée et contenue dans des territoires bien spécifiques et qu'on a pu dépister et mettre sous traitement avec négativation de la charge virale, eh bien, il ne véhicule plus l'infection. Et on devrait faire la même chose avec les autres groupes des populations clés pour pouvoir contenir l'épidémie dans notre pays. Ça, c'est la cascade que vous connaissez tous, c'est la définition claire de l'élimination du VIH en tant que problème de santé publique. Et nous avons déjà atteint le 2e et le 3e 95, grâce là encore à tous les efforts qui sont déployés par les centres référents de prise en charge et grâce aussi aux outils de suivi virologique qui sont de plus en plus performants et de plus en plus déployés à l'échelle décentralisée au niveau des laboratoires pour confirmer la négativation de la charge virale. Et reste bien sûr l'effort à fournir pour améliorer le dépistage de cette infection. Pour venir maintenant à ce qui nous intéresse, la prise en charge du VIH au Maroc, là, on voit clairement que le système de prise en charge a évolué de manière vraiment étonnante depuis ces dernières années, d'un service qui était performant, et là encore on rend hommage au service des maladies infectieuses de Casablanca depuis les années 90 et 2000, jusqu'à actuellement 47 centres référents de prise en charge déployés dans les régions et les provinces. Et ces centres de prise en charge assurent actuellement le suivi de plus de 18 000 personnes vivant avec le VIH. Et ça, ce sont les données qui sont collectées auprès des centres. On voit par exemple au niveau de 2021 et 2024 une baisse des chiffres. Cela est tout simplement dû à un exercice d'évaluation de la qualité des données pour rectifier et réviser toutes les informations au niveau des différents centres. Maintenant, les directives nationales. Ce qui nous intéresse vraiment au niveau de cette section. Bien sûr, on va essayer de limiter la prise en charge du VIH à 2 aspects particuliers, parce que la prise en charge, c'est un domaine vaste. On ne va pas pouvoir parler, faute de temps, d'infections opportunistes ou d'effets secondaires ou appui psychosocial, alors que ce sont des volets importants de la prise en charge, mais on va essayer de garder le focus sur la stratégie de confirmation et les bilans de suivi virologique et les protocoles thérapeutiques eux-mêmes. La stratégie de confirmation a été modifiée en 2022 par circulaire ministérielle pour, on ne va pas dire bannir le rôle définitif du Western blot, mais juste simplifier cet algorithme en faisant recours directement à la charge virale après un test rapide positif. Et ce sont rarement des cas exceptionnels de type VIH2 où l'on peut avoir une discordance entre test rapide et PCR, et c'est là où on retrouve la place du Western blot, mais il faut retenir que la confirmation de l'infection à VIH est basée sur la PCR après un test rapide positif.
On a fait exprès au niveau de cette circulaire ministérielle aussi de rappeler les bilans du suivi immunovirologique pour les structurer et aussi pour qu'on puisse gérer au niveau approvisionnement et garder ces réactifs disponibles pour les personnes sous ARV. Et donc on connaît très bien quand est-ce qu'il faut demander les CD4 par exemple, c'est à l'initiation, à 6 mois, puis à 1 an jusqu'à ce que les CD4 remontent à plus de 350 ou que la charge virale soit négative. Et pour la charge virale, on la recommande à l'initiation à 3 mois, à 6 mois et une fois par an, une fois négative. Et on sait maintenant avec le TLD ou le dolutegravir, on arrive à négativer la charge virale à 3 mois. Par exemple, chez plusieurs patients, on va y revenir lors des prochaines présentations. Par rapport maintenant aux protocoles nationaux de prise en charge pour l'adulte, là aussi, on voit que depuis 2022, on a introduit le dolutegravir dans le programme national. Et donc, le schéma préférentiel de première ligne des patients vivant avec le VIH est basé sur le dolutegravir. C'est le TLD que nous offrons pour les malades totalement sur le budget de l'État avec une autonomie financière là-dessus. Et progressivement, on a pu couvrir 82% de notre file active par le TLD. Donc, c'est ce schéma maintenant qui est vraiment dominé au niveau du programme. Il y a de l'actualité pour cette année, c'est que pour la première fois au niveau du ministère de la Santé, sur le budget de l'État, on a pu acquérir le TAF. Et là, ça nous laisse ouvrir d'autres opportunités pour les personnes qui peuvent avoir des effets secondaires sous tenofovir. Alors, avec le comité technique VIH, on a justement essayé de limiter les indications du TAF, puisque pour des raisons de logistique et de sécurisation de l'approvisionnement, il faudrait qu'on écoule les stocks disponibles de tenofovir avant de migrer à 100% vers le TAF. Et du coup, on a mis des critères de priorisation pour l'année 2025 et pour l'année 2026 avant de changer complètement l'arsenal thérapeutique basé sur le tenofovir par le TAF à 100%. Donc ça va se faire de manière progressive. La prise en charge de l'enfant aussi, elle est standardisée au niveau du guide national de prise en charge des enfants vivant avec le VIH. Et les protocoles qui figurent sur ce guide sont très anciens et ils se basent sur les recommandations de l'OMS de 2015, mais qu'on est en train d'abandonner de plus en plus. Puisque chez l'enfant aussi qui est âgé, dont le poids dépasse 30 kg, on recommande aussi le TLD. C'est le même schéma que c'est l'adulte. Et pour les enfants dont le poids est inférieur à 30%, eh bien là encore, comme actualité, on a pu introduire le dolutegravir 10 mg pour donner l'opportunité à ces enfants de bénéficier de schémas à base d'inhibiteurs d'intégrase. Et donc le schéma préférentiel actuellement, c'est la ZT3TC DTG. La PrEP ou la prophylaxie pré-exposition au VIH, elle a été introduite au Maroc depuis 2019 avec des critères bien stricts et identifiés sur circulaire. On connaît les critères d'éligibilité, on connaît les bilans qu'il faut faire avant la PrEP, mais on sait qu'on a eu beaucoup de mal à recruter les bénéficiaires de la PrEP qui sont majoritairement des populations clés, soit des PS ou des HSH, et on connaît très bien les problèmes d'observance qu'on a à mettre ces patients sous PrEP. C'est pour ça qu'on commence à s'ouvrir maintenant vers d'autres perspectives, notamment la PrEP injectable à base de lenacapavir, et on est en train d'effectuer au niveau du ministère un plaidoyer très fort pour avoir accès à cette nouvelle molécule qui sera révolutionnaire pour maîtriser les nouvelles infections qu'on a vues tout à l'heure sur l'exercice émotif et pour pouvoir contenir l'épidémie chez ces populations, notamment les HSH qui nous posent de plus de problèmes. Et on est en train d'étudier tout cela au niveau d'un guide national qu'on est en train de structurer. La prophylaxie post-exposition au VIH, là encore, elle est standardisée au niveau d'un guide national. Tous ces guides et ces documents sont disponibles sur le site du ministère. Et là encore, on retrouve le TLD comme schéma préférentiel pour la prophylaxie post-exposition. Et chez l'enfant aussi, on a introduit le DTG dans le schéma AZT 3TC et DTG. Donc, pour conclure, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du programme national, on suit les recommandations à l'international après validation et adoption par le comité technique et on veille à ce que les nouvelles molécules soient introduites dans la mesure du possible ou bien sûr en respectant le ratio coût-efficacité
aussi à prendre en compte, mais on privilégie de plus en plus les schémas à base d'inhibiteurs d'intégrase et on est en train d'étudier, dans le cadre d'une consultation en cours, la place des nouvelles molécules antirétrovirales dont on va parler tout à l'heure, la place aussi de certaines molécules pour le traitement des infections opportunistes, mais il faut dire quand même qu'au niveau du programme, on a sécurisé pour les 3 prochaines années l'approvisionnement pour tous les ARV sur le budget de l'État, donc on est de plus en plus autonome, mais aussi pour certaines molécules qui sont destinées au traitement des infections opportunistes. Et aussi, au niveau du programme national, une information qu'on voudrait partager avec vous, c'est qu'on a maintenant la possibilité de traiter les prélèvements dont vous avez besoin pour étudier le génotypage de résistance, mais aussi la HLA B57 si on veut mettre les malades sous abacavir, par exemple, mais aussi les CD4